Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu War of the Ring de Card Game publié par Ares Games en 2022. Dans ce vidéo que j'ai appelé la séquence de jeu, en fait, je vais vous montrer pas mal tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer. Ça va être la vidéo le plus long de la playlist, mais découragez-vous pas, là, c'est pour une bonne cause. On va être capable de couvrir là, la presque totalité des règles ici, là. D'abord, il y a une petite affaire, je vais parler tout de suite là, de la petite affaire qui me fait un peu chier dans le jeu, là, que je trouve qu'il aurait pu être mieux foutu, là, puis ça a beaucoup en rapport avec la nomenclature, la façon qu'ils ont là, d'appeler les choses. Le joueur qui est assis ici s'appelle Frodo, Frodon. Et dans son deck, on a les factions des nains, des hobbits, du Rohan et des magiciens. Le joueur qui est assis ici s'appelle Aragorn. Dans son deck, on retrouve les Dunedain et les elfes. Le joueur qui est ici s'appelle le Witch King. On retrouve dans son deck exclusivement des cartes du Mordor. Puis le joueur qui est ici s'appelle Saruman. Puis dans son deck, on retrouve les cartes de l'Isengard, les monstres et les Southron. Le jeu va référer de manière, je ne veux pas dire aléatoire, là, mais en tout cas, ça aurait pu être standardisé selon moi. De temps en temps, le jeu va parler du Frodo player, du Rohan player, du Hobbit player, de l'Elfe player. Donc, un joueur peut avoir plusieurs personnalités là-dedans, là, mais tu sais, le Hobbit player, le Frodo player, puis le Rohan player, c'est la même personne, nécessairement. C'est la personne qui est assise ici. Alors, pourquoi on n'a pas tout le temps appelé ça Frodo, je ne sais pas. Ce serait une question à poser au designer. Fait que, par exemple, le gouffre de Helm qui est ici dit que le joueur du Rohan pige 5 cartes, ben, c'est Frodo qui fait ça. La comté dit que le joueur des Hobbits pige 2 cartes, c'est Frodo qui fait ça. C'est certain que thématiquement, t'arrives au gouffre de Helm, pis ça dit Frodo pige 5 cartes. Tu te dis, Chris, que c'est ça? Qu'est-ce que Frodo fait au gouffre de Helm? Puis, tu sais, fait que je comprends l'idée de nomenclature comme ça, mais je pense que c'est un petit peu plus mêlant qu'autre chose. Mais bref, c'est comme ça que le jeu appelle les choses. L'autre truc, mais ça c'est vraiment particulier à Tabletop Simulator, de grâce, assisez-vous autrement autour de votre vraie table. Mais l'ordre de jeu là, classique, c'est d'abord Frodo, après ça le Witch King, après ça Aragorn et après ça Saruman. Donc évidemment, on alterne gentil, méchant. Fait que là, dans Tabletop Simulator, ça fait une espèce de X, là, mais ça ferait pas mal plus de sens là, autour de votre vraie table physique, là. Frodo s'assit ici, le Witch King ici, Aragorn ici, puis Saruman ici. Comme ça, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, beaucoup moins de chances de se fourrer, comme on dit en bon québécois. Fait que le Frodo commence toujours les games. C'est le premier joueur au début de chaque game. Puis après ça, on va le voir, là, le jeton de premier joueur se passe là, dans le même ordre qu'on va tourner en cours de tour. Au début de la game, les 7 Battlegrounds gentils sont mélangés, les 7 Battlegrounds méchants sont mélangés. Il y a 27 cartes de sentier, je n'ai déjà parlé, fait qu'on va prendre les 3 cartes de 9, on va les brasser du mieux qu'on peut, on les met sur la table, les 3 cartes de 8, on les brasse, on les met par-dessus, puis on fait un hostie de gros deck de 27 cartes de sentier avec les 3 cartes de 1 sur le dessus, après ça les 3 cartes de 2, puis ainsi de suite. Une fois que cette préparation-là est faite, tous les joueurs brassent leur deck de 30 cartes et tous les joueurs vont piger 7 cartes. Ils vont en cycler 2. Et ça, c'est l'autre petit problème connexe que j'ai avec le jeu et sa façon d'appeler les choses. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec le mot discard ou défausser ou discarter, comme on dit en bon québécois, là, mais ce jeu-là a réinventé des termes pour des affaires vraiment classiques, là, des termes qui sont utilisés depuis des générations par des milliers de board gamers de par le monde. Mais il me semble on aurait pu dire là, les joueurs pigent 7 cartes et ensuite en défaussent 2. Ben non. Dans ce jeu-là, on en pige 7, puis après ça, on en cycle 2. Mais cycler veut dire défausser. Vous allez avoir une pile, une cycled pile ici. Fait qu'après avoir pigé vos 7 cartes, là, mettons que j'en pige deux autres, là. Bon, je suis le joueur du Witch King, je regarde mes 7 cartes en secret. Et après ça, en secret, ça c'est particulier peut-être un petit peu, là, la cycled pile ou la discard pile ou la défausse et face down, je pourrais venir prendre par exemple ces deux cartes-là puis venir les crisser ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ordre pour faire ça parce que tout est secret anyway. Fait que les joueurs font ça puis that's it. Fait que tous les joueurs vont commencer avec 5 cartes en main.
Ensuite, là, on se réfère à la séquence de jeu qui est sur ce petit player aid-là, qui résume quand même, je dois dire, très bien les choses. Fait que, encore là, en haut à gauche, là, ça vous rappelle l'ordre de tour. Fait que Frodon, le Witch King, Aragorn et Saruman, au début de tous les tours, on commence par ce qu'on appelle le Location Step. Donc, le starting player, qui est Frodon au début de la game, va venir, je l'ai déjà fait, là, va venir prendre au hasard un des 7 Battlegrounds gentils, puisque lui, c'est un joueur gentil, et va venir le crisser ici dans le milieu de la table. Et il va faire l'effet qui est écrit ici. C'est au moment où le Battleground est révélé qu'on fait l'effet qu'il y a décrit dessus. Après ça, il va venir prendre le sentier 1, la première carte du sentier 1 qui est là, même affaire, il va venir la crisser au milieu de la table, puis il va faire l'effet qui est écrit ici. On n'enlève pas tout de suite les deux autres cartes de sentier 1, ça se pourrait, via certains événements, qu'on en ait besoin. Mais on va voir là, tantôt là, qu'est-ce qui se passe la majorité du temps. Une fois que ça s'est fait, on tombe dans vraiment là, la viande du tour, le action step, où là, en commençant par Frodo puis en tournant autour de la table, dans l'ordre que j'ai parlé, chaque joueur va prendre une action, va faire une action. Parmi la liste des 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions qui sont à droite. D'abord, le joueur peut jouer une carte de sa main. Mais attention, c'est une des mécaniques les plus intrigantes de ce jeu-là. Dans ce jeu-là, pour jouer une carte de votre main, vous devez cycler une autre carte de votre main. Alors, par exemple, le Witch King, ici, mettons que c'est à lui de faire une action, là, puis il veut absolument jouer justement le Witch King. Pour pouvoir jouer le Witch King, avant même là, de pouvoir le jouer, il doit prendre une autre carte de sa main, puis la cycler. Fait que ça va vite en tabarnak quand vous jouez des cartes dans votre main, là, dans le fond, on peut le voir que ça vous coûte. Dans le fond, là, quand vous jouez une carte de votre main, vous venez de dépenser deux cartes de votre main, là. La carte que vous jouez elle-même, plus une carte quelconque que vous avez décidé de cycler. C'est déchirant, Nasty, parce que surtout au début de la game, les cartes que vous cyclez, ça va prendre un colis de bout avant que vous les revoyiez. Là. Fait que là, il reste 21 cartes dans mon deck. Il faut que j'épuise dans le. Ça, c'est classique un peu genre deck builder. Là. Mais une fois que j'ai épuisé mon draw deck et que je dois piger des cartes, je vais prendre les cartes que j'ai cyclées, je vais les brasser, puis ça va devenir mon deck. Donc, pour jouer une carte, quel que soit le type de la carte, armée, personnage, item, événement, je dois toujours cycler d'abord une carte de ma main. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une seule carte en main puis que je veux la jouer? Je peux la jouer, mais là, à ce moment-là, ça coûte cher. Je dois forsaker une carte. Autre terme exotique qui est utilisé dans ce style de jeu-là. Je dois forsaker une carte. Forsaker une carte, ce que ça veut dire, c'est vraiment là, de remover une carte from the game. Encore là, c'est quoi le problème avec cette terminologie-là? Je ne sais pas, mais eux autres ont décidé d'utiliser un terme fancy pour dire ça. Et n'importe quand que le jeu me demande de forsaker une carte, j'ai trois choix comme joueur. Mais dans les trois cas, ça va éliminer la carte complètement. La carte va s'en venir ici. Puis elle ne sera plus disponible du reste de la game. Là. Ça peut être une carte de ma main. Évidemment, si je viens de jouer la dernière carte de ma main, j'ai pas d'autre carte dans ma main à forsaker. Fait que dans ce cas-là, c'est pas une option. Mais rappelez-vous, on va y revenir, quand on utilise le mot forsake, ça peut toujours être une carte de votre main que vous prenez puis que vous éliminez quand vous en avez. Sinon, ça peut être un personnage ou une armée que j'ai en réserve, qui va être quelque part ici. Là. On y revient dans quelques secondes. Ou sinon, la solution des gamblers, c'est de prendre totalement aveuglément la première carte de mon deck, et moi je peux la regarder, puis je l'élimine après ça de manière secrète. Mais très important, je n'ai pas le droit de regarder la première carte de mon deck tant que je décide pas, OK, fuck it, je vais éliminer la première carte de mon deck. Il n'y a qu'à ce moment-là que je peux la prendre, la regarder, puis là, il est trop tard, elle est éliminée pour de bon. Je peux pas la regarder et dire oh, le style de belle carte, je ferai pas ça, je vais éliminer une autre carte à la place. Non, non. Si vous décidez de forsaker la première carte de votre deck, vous le faites aveuglément. Mais c'est rare. Habituellement, quand il nous reste une carte en main, on va prendre notre trou. On va attendre au prochain tour d'avoir d'autres cartes, là, parce que ça commence à être des mesures désespérées. Là, quand on est obligé d'éliminer des cartes, ça commence à être une mesure un peu désespérée. Donc ça, c'est l'action de jouer une carte. Quand je joue une carte, ben là, ça dépend de ce que je joue. Si je joue une armée, je peux la jouer sur le Battleground en autant que sa faction soit légale pour aller sur le Battleground. Dans le cas du gouffre de Helm, seuls le Rohan, les magiciens et l'Isengard sont autorisés à aller là.
Mais sinon, en tout temps, je peux décider de jouer une armée dans ce qu'on appelle justement ma réserve, qui est en avant de moi sur la table essentiellement. Là, je place la carte devant moi. Elle est en réserve, elle n'est pas assignée à aucun battleground et à aucun sentier, mais comme là, en attente d'être déployée à quelque part. Quand on joue une carte en réserve, c'est recommandé même dans le rulebook de la mettre de côté comme ça, classique dans beaucoup de jeux de cartes, pour dire que le tour qu'elle a été jouée en réserve, je ne peux pas la déplacer, je ne peux pas l'envoyer sur un battleground ou sur un sentier, trop tard. Elle est en réserve, elle vient de défaire ses bagages, elle n'a pas le goût de s'en aller tout de suite. À la fin du tour, on va prendre toutes nos cartes en réserve, on va venir les mettre comme ça, et à partir des tours subséquents, là, je peux les prendre puis je peux les déplacer. Il y a des cartes qui vont avoir des effets uniquement quand ils sont en réserve pour vous inciter à les garder là. Fait que ça peut être une stratégie aussi. Sinon, c'est aussi une stratégie là, de se préparer pour l'avenir, de se préparer pour le futur, là, de se garder des ressources devant soi pour être mieux capable de réagir là, quand notre adversaire fait des affaires qui nous surprennent. Si vous jouez un personnage, vous pouvez le jouer en réserve, vous pouvez l'envoyer sur un battleground si c'est autorisé, et vous pouvez l'envoyer sur un sentier aussi si c'est autorisé. Puis là, je rappelle que vous devez regarder là, si le numéro du sentier correspond là, au range à côté de l'anneau sur la carte de personnage. Si vous jouez un événement, vous jouez l'événement, vous faites son texte, après ça, l'événement est éliminé. Tous les événements sont éliminés après avoir été joués. Puis à noter que jouer un événement de votre main, vous devez cycler une carte pareille. Okay? C'est pas parce que c'est un événement qui ne reste pas en jeu que vous êtes dispensé de devoir cycler une carte. Rappelez-vous, tous les fois que vous jouez une carte de votre main, vous devez cycler une autre carte. Et si vous jouez un item, comme par exemple si je veux jouer la robe de Nazgûl sur le Witch King, ça va y faire une belle garde-robe. Alors, en même principe, je dois cycler une carte, je prends ça, puis je viens le mettre, mettons, sur le Witch King de même. Que le Witch King soit en réserve ou que le Witch King soit sur un battleground ou même sur un sentier, si son type de personnage fit avec ce qui est écrit à côté d'item, dans ce cas-là, un Nazgûl, c'est correct, je peux mettre l'item dessus. Évidemment, il faut qu'il soit en jeu quelque part, réserve, battleground ou sentier. Les items, évidemment, vont suivre c'est des attachements, là, comme on disait, vont suivre les personnages et vont également, on va le dire comme ça, partager le destin du personnage. Là. Fait que, c'est-à-dire que si jamais le Witch King est éliminé, la robe de Nazgûl est éliminée. Si jamais le Witch King est cyclé, la robe de Nazgûl va être cyclée. Donc les items suivent vraiment leur personnage du début à la fin. C'est possible, mais rare quand même. Fait que là, le Witch King, lui, vient du Mordor. Euh, Puis la robe de Nazgûl vient du Mordor. Fait que ça, c'est pas un problème. Mais j'aurais pu mettre sur le Witch King un item euh, qui est par exemple là, de l'Isengard. OK? À ce moment-là, c'est quand même le Witch King qui détermine s'il a le droit de venir se promener ici ou là. OK, là, surtout au niveau des battlegrounds, où est-ce que certaines factions spécifiquement, autrement dit, c'est pas parce que le Witch King a un item de l'Isengard que soudainement il peut venir ici où seuls les armées puis les personnages de l'Isengard peuvent aller. C'est le personnage lui-même qui vient du Mordor qui ne peut pas aller là. À l'inverse, si j'avais un battleground qui permettait le Mordor, c'est pas parce que le Witch King traîne quelque chose de l'Isengard comme item sur lui qu'il peut plus aller au battleground. Bon, évidemment, c'est de loin l'action la plus compliquée là, de jouer une carte de votre main, dépendamment du type. Deuxième action qui est possible, vous pouvez bouger un personnage ou une armée qui est en réserve vers un battleground ou vers un sentier. Ben, encore là, l'armée ou le personnage doit être éligible à aller là. Fait que quand je parlais que de mettre des trucs en réserve, c'est de vous préparer pour le futur. Au prochain tour, par exemple, pas tout de suite, parce que là, on vient de jouer le Witch King, mettons, puis il serait comme ça. Mais au prochain tour, si le Witch King est à l'endroit, là, pour une seule action, je pourrais le prendre avec sa robe, puis le déplacer, par exemple, ici. Là. OK? Fait que là, j'ai pas cyclé de carte de ma main puis tout ça. Là, ce prix-là a été payé dans un tour passé. Là. Les personnages vraiment en réserve là, sont très flexibles, très mobiles, puis sont plus facilement déplaçables.
Les deux prochaines actions, vous les ferez crissement pas souvent. Peut-être même jamais dans votre vie, mais sont là pareil pour toutes sortes de raisons là, obscures. Cycler une carte de votre main. Je pourrais élaborer sur quand est-ce que je pense que peut-être éventuellement ça pourrait vous servir, là, mais comme je vous dis, là, c'est 99% du temps, là, vous ne ferez pas ça. Là. Puis l'autre chose, vous allez comprendre que vous ne ferez pas ça souvent non plus. Encore là, c'est assez désespéré. Là. La fameuse action de Winnow. Là. Vous éliminez deux cartes de votre main pour piger une carte. Il faut être mal pris en crise. Là. Vous prenez deux cartes de votre main, vraiment, vous les éliminez de la game et vous pigez une carte. Au final, vous vous retrouvez avec moins de cartes en main, deux cartes qui ont été éliminées. Euh, Encore là, peut-être pour enlever des cartes poches de votre deck, ou peut-être parce que désespérément, Steve, vous dites My God, il faut absolument, par exemple, que je pige Saruman ou le Witch King, sinon je perds la game. Très, très improbable que vous ayez à faire ça. Ensuite, comme c'est classique dans beaucoup de jeux de cartes, on va voir les détails quand on va faire la revue des cartes. Certaines cartes, c'est le cas du serpent noir, qui lorsqu'il est en réserve, le texte de sa carte dit vous pouvez utiliser votre action pour faire telle affaire. Alors ça veut dire que quand arrive le tour dans ce cas-là de Saruman, Saruman peut dire bon ben moi comme action là, je vais utiliser l'action du serpent noir. Fait que là, il va faire ça, puis là, ben, dans ce cas-là, ça élimine. Souvent, ça va éliminer la carte en question ou ça va la cycler. Fait que, puis il va faire l'effet. Puis après ça, that's it. Fait que ça, c'est uniquement possible si vous avez des cartes en jeu qui mentionnent cette affaire-là. Et je parlais des fameux anneaux. Chaque joueur en a un au début de la game. Une fois par game, vous pouvez utiliser votre anneau pour se faire, vous le tourner et vous piger deux cartes. Et je répète que si vous êtes économe et chiche, puis que vous réussissez à vous rendre là à la fin de la game, puis votre anneau n'a pas été dépensé, ça va valoir un point de victoire pour votre équipe. Voilà, voilà, voilà. Au lieu de prendre une action, vous pouvez passer si vous rencontrez une des deux conditions qui est listée en bas à droite. Donc, si le nombre de cartes dans votre main est inférieur ou égal à ce que le jeu appelle votre carry-over limit, les joueurs sont autorisés à garder seulement un certain nombre de cartes euh, pour le prochain tour. Et la valeur par défaut pour tous les joueurs, là, à moins d'indications contraires sur des cartes ou des trucs de même, c'est 2. Alors, par défaut, dès qu'un joueur arrive à deux cartes, il peut passer. Dans ce jeu-là, c'est un classique. Le fait de passer ne veut pas dire que vous avez fini pour le tour. Ça veut juste dire que là, vous regardez ce qui se passe. Et un tour se finit quand les quatre joueurs ont passé un à fil de l'autre. Mais sinon, vous pouvez passer, l'autre fait quelque chose, non, ça revient à vous. Ah ben là, Chris, je vais jouer parce que là, il est arrivé telle affaire, puis là, j'aimerais ça réagir, non. Fait que le fait de passer ne veut pas dire encore là que vous êtes débarqué complètement, seulement si les quatre joueurs passent consécutivement. Vous pourriez avoir des cartes encore là dans votre réserve ou peu importe, qui augmentent votre carry-over limite de 1 ou de 2. Fait que si votre carry-over limit est à 3 ou 4, ben là, dès que vous avez ce nombre de cartes-là ou moins en main, vous pouvez commencer à passer. Puis évidemment, dans ce jeu-là, la principale stratégie de ces jeux-là, justement, c'est d'attendre. C'est d'attendre pour réagir. Si vous êtes obligé de faire quelque chose, puis que les autres ont beaucoup de cartes en main, ben là, Chris, à un moment donné, là, vous ne pouvez pas vous permettre que là, vos adversaires fassent trois quatre affaires de fil. Vous allez complètement être débordé, puis vous ne serez plus capable de réagir. Fait que, de manière générale, dès que vous êtes capable de passer, si vous soupçonnez que les autres vont encore faire des affaires, vous êtes mieux de le faire. L'autre option, c'est fucké, là, mais c'est là pareil. Si le nombre de cartes que vous avez en main est inférieur que chaque joueur de l'adversaire. Donc, nombre de cartes dans votre main inférieur que chaque joueur de l'adversaire. Fait par exemple, si le Witch King a trois cartes en main, Frodo en a quatre, Aragorn en a quatre, le Witch King pourrait passer, même s'il est au-dessus de son carry-over limit, il aurait le droit de passer. Mais là, après ça, si Frodo joue, puis il y a moins de cartes en main, si Aragorn joue, puis il y a moins de cartes en main, puis que là, on arrive au Witch King, ben là, il peut plus passer parce que là, à trois cartes, il est au-dessus de son carry-over limit, il serait obligé de jouer.
That's it. Fait que à tour de rôle, chacun fait une action, puis on tourne autour de la table jusqu'à temps que tout le monde aille passer. Ensuite, on résout les combats, ce qu'on appelle les combats. Alors, le joueur qui a commencé le tour, Frodo, dans le cas du premier tour du scénario, va choisir là, dans l'ordre qu'il veut, Battleground. Il y a toujours un et un seul sentier en jeu à la fois, mais il pourrait avoir plusieurs Battlegrounds. Bref, dans ce cas-là, c'est Frodo qui choisit l'ordre. Au tour 2, si c'est le Witch King qui est le start player, c'est lui qui choisit l'ordre. C'est rare que ça ait un impact parce que rendu là, les joueurs peuvent plus faire grand-chose, mais sait-on jamais. Fait qu'admettons qu'ils décident de résoudre Helm's Deep. Helm's Deep, c'est un battleground gentil. C'est les gentils qui le défendent. Ils ont deux défenses par défaut qui est imprimée sur la carte. Fait que la pression est sur les méchants. Là, je vais bouger les attaquants n'importe comment, là, qui n'ont pas d'affaires là, là, mais c'est juste pour vous expliquer, là. Fait que si, par exemple, le Balrog est ici et fournit deux valeurs d'attaque, oups, ben, c'est 2 à 2. En cas d'égalité, c'est le défenseur qui gagne. Dans ce cas-là, c'est encore le joueur des peuples libres qui menace, entre guillemets, de gagner le Battleground. Si les gobelins de Misty Mountains arrivent là, on est rendu à 3 de valeur d'attaque par rapport à 2. Si la situation reste comme ça, là, c'est le Shadow qui gagne le Battleground. Fait que c'est pas compliqué. Vous faites la somme des icônes d'attaque moins les icônes de défense. Fait que si jamais le joueur en défense réussit à tout, entre guillemets, éponger les icônes d'attaque, c'est lui qui ramasse le Battleground. Sinon, c'est l'attaquant qui ramasse le Battleground. Il n'y a pas d'avantage dans un Battleground de gagner 10 à 2 par rapport à gagner 3 à 2. Là, la question est juste qui va se ramasser avec le Battleground de son bord pour scorer les précieux points de victoire qui sont ici. Au terme du combat, tous les attaquants systématiquement sont éliminés. Ça, c'est vrai aussi. Il y a beaucoup de similitudes à faire avec les sentiers, là. Les attaquants sont toujours éliminés au terme de la bataille. Les défenseurs, ça dépend. Fait qu'imaginez un cas comme ça, où Faramir a été joué au gouffre de Helm. Donc là, il y a 2 d'attaque par rapport à 3 de défense. Le joueur des peuples libres va toujours utiliser les icônes de défense qui sont imprimées gratuits, entre guillemets, qui sont imprimées sur le Battleground en premier. Fait que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'utiliser Faramir. C'est 2 attaques contre 2 de défense. Juste le gouffre de Helm en lui-même suffit à contenir le Balrog. Mais si les gobelins sont là, fait que là, 3 d'attaque par rapport à 3 de défense, là, Faramir a dû être utilisé pour éponger des dommages. Alors à ce moment-là, Faramir va être éliminé. Fait que dans un cas comme ça, Faramir est cyclé. Et dans un cas comme ça, Faramir est éliminé. Alors, si le défenseur n'a pas besoin des boucliers de la personne, il peut cycler le personnage ou l'armée. S'il a besoin d'utiliser les boucliers de la personne pour éponger, ben là, à ce moment-là, eux autres aussi sont éliminés. Puis je répète que si Faramir avait des items, ces items vont partager son destin. Éliminer s'il est éliminé, cycler s'il est cyclé. Et dans le cas du Battleground, supposons qu'effectivement, c'est le joueur des peuples libres qui l'emporte. Dans le cas du Battleground, peu importe qui l'emporte, il met de son bord et il score les points de victoire qui sont ici. Les sentiers, c'est presque pareil. Certains sentiers vont avoir aussi une valeur de défense ici. La différence, c'est que dans les sentiers, on va comparer le nombre de têtes de mort, qui est de la corruption, au nombre de défenses. OK? Puis c'est pas la même défense là, que sur les Battlegrounds. Vous voyez la petite différence là, subtile entre les deux boucliers. Voici des boucliers qui sont utilisés sur des sentiers. Voici des boucliers qui sont utilisés sur des Battlegrounds. Fait que même principe, on va comparer le nombre total de corruption au nombre total de défense. Les différences au niveau des sentiers, c'est toujours le joueur des peuples libres qui les défend systématiquement. Euh, L'autre grosse différence, c'est que si le joueur des peuples libres, encore là, réussit à éponger toutes les têtes de mort, il ramasse le sentier et le sentier vaut le chiffre qui est ici. Par contre, si c'est le joueur de l'ombre, le méchant, qui a plus de corruption qu'il y a de valeur de défense. Je répète que le joueur du Shadow ne compte pas, lui, la valeur en point de victoire qui est ici, mais va venir compter, dans le fond, là, tous les excédents de corruption qui n'ont pas été bloqués. Fait en théorie, il n'y a pas de limite au nombre de points de victoire que le Shadow. Là, dans ce cas-là, si le Shadow avait mis 10 têtes de barre sur la comté, puis qu'il n'y avait pas eu de défense, ben croyez-le ou non, c'est impossible, ou presque, là, mais croyez-le ou non, le Shadow score 10 points de victoire. Alors le Shadow va venir mettre de son bord une tête de mort pour chaque corruption qui n'a pas été bloquée sur le sentier.
Par contre, lui ne score pas. Fait que typiquement, il va flipper la carte, puis il va venir mettre ça comme ça dans son play area, là, comme rappel qu'il ne score pas les points de victoire qui sont ici. Par contre, lui va aller mettre des petites têtes de mort comme ceci là, pour venir augmenter son score. Et c'est le même principe, tous les attaquants sur un sentier sont éliminés et les défenseurs sont éliminés uniquement s'ils ont dû être utilisés justement pour éponger de la corruption. Sinon, ils sont cyclés. OK, OK, OK. Puis, fait que ça, c'est le combat step. Le victory check, on a déjà checké. Fait que si un camp a 10 points de victoire ou plus que l'autre, on met un terme aux souffrances là, du perdant. Sinon, là, c'est uniquement à la fin de la game. Bon, la fin de la game, c'est quand? Euh, D'abord, là, quand un sentier a été, quand on s'est battu sur un sentier, là, la fois d'après, fait que là, par exemple, bon, mettons que la comté a été gagnée par le joueur des peuples libres encore, il le prend puis il le met ici. Quand on va arriver au prochain tour, là, dans le location step, on va prendre là, ces deux sentiers de 1 là, ça on les utilisera pas, la compagnie a passé ailleurs, fait que ceux-là on va les mettre de côté, puis on va venir prendre là, le premier sentier de valeur 2 qu'il y a dans le deck. Et la game se termine une fois qu'on s'est battu sur le sentier numéro 9. Okay? À moins qu'on mette un terme aux souffrances de quelqu'un, la game se termine une fois qu'on s'est battu sur le sentier numéro 9, puis là on fait la somme des points de victoire comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Si la game s'est pas terminée, ben, c'est ce qu'ils appelle le draw step, où là chaque joueur des peuples libres pige 3 cartes et chaque joueur de l'ombre pige 4 cartes. Fait qu'au début, on part tout égal avec 5 cartes finalement, 7, puis on en cycle 2. Mais à partir de là, les joueurs des peuples libres pigent toujours un petit peu moins de cartes que les joueurs du Shadow. Et le fameux Starting Player Token, qui était à Frodo au début du scénario, s'en va au Witch King. S'en va au joueur qui suit dans l'ordre de tour. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait que non seulement c'est le joueur du Witch King qui va commencer le tour, plutôt que Frodo, là, ce qui peut changer déjà la dynamique, mais ça veut aussi dire, rappelez-vous, quand on va arriver au Location Step, on va venir prendre un Shadow Battleground et non pas un Free People's Battleground. Et là, les rôles sont inversés. C'est le Shadow qui se défend, dans ce cas-là, dans Minas Morgul. Fait que les factions qui peuvent aller là, c'est changé. Maintenant, c'est le Mordor du côté du Shadow. C'est les Dunedain et les Wizards du côté des Free Peoples. Et là, c'est ça. Là, la pression est sur les Free Peoples de venir essayer de conquérir cette place-là. Et si les Free Peoples ne réussissent pas à le conquérir, ben, c'est possiblement 2 points de victoire pour le Shadow. À la fin du tour aussi, c'est pas écrit explicitement sur le player aid parce que c'est facultatif, mais c'est là que vous allez venir tourner aussi vos cartes qui sont en réserve pour dire que là, elles sont disponibles pour être déplacées sur des battlegrounds ou sur des sentiers. Voilà, on a bien fait ça, on a travaillé fort. Fait que, comme je dis, c'était long, excusez-la, mais vous savez pas mal tout ce qu'il faut pour jouer. Là, ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, c'est qu'on va regarder en détail vraiment surtout les battlegrounds puis les sentiers. On va tout regarder en fait parce qu'on aime ça. Puis on va regarder la petite terminologie spéciale qu'il y a là-dessus. Il y a quelques petites règles que je n'ai pas couvertes, là, mais via la terminologie qu'on a sur chacun des affaires, ça va me permettre de revenir là-dessus. Puis ça va être une occasion de révision. Et ça va être une occasion surtout là, de contempler euh, le- le- les graphiques magnifiques qu'il y a dans ce jeu-là. Moi, je ne m'attends pas. Fait que je vais partager ça avec enthousiasme avec vous autres. On va regarder les battlegrounds des deux côtés, les sentiers, puis après ça, les cartes qu'il y a dans tous les decks. Puis au passage, s'il y a des termes puis tout ça qu'on n'a pas encore vu, on va les couvrir. Manquez pas ça, à plus.